Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Elle se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle est aussi. Elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que son rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène qui va voir derrière avec un jeune homme. De nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde et la belle, le Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir, Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Elle a été trouvée Antigone, qui arrivait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui, et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaqua une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a repoussé ses manches, il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustre. Et puis le matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il faut se lève tranquille comme un ouvrier au sein de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante, et ne lui est d'aucun secours. Créon seul avec son petit page, qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle là-bas, qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Elle sait déjà. Les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leurs chapeaux sur la nuque, ce sont les dames. Ce ne sont pas de mauvais gens, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits, de même de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes du monde appelle l'heure de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Il commence au moment où les deux fils d'Édipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle, se sont battus, et d'autres tués sous les premières années de pouvoir ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, ordonnait qu'à Étéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, il serait laissé sans pleurs et sans sépulture. La proie des corbeaux et des chacals. Quelqu'un osera lui rendre, le devoir funèbre sera impitoyablement puni de mort.